pour le menu de ce matin, nous irons au Mali d'où nous attend Bagui Diarra, il est analyste politique. Avec lui, nous aborderons la crise touchant au mouvement de l'imam Amadou Dicko et aussi cette mobilisation des politiques qui voudraient demander le départ du Premier ministre. Au-delà de cela, la crise d'électricité, donc la crise en dessert d'électricité, ici même en Guinée, puisque désormais, il ne s'agit plus que de mouvement à Conakry, il s'agit également de Kindia qui s'est soulevé hier, Djiba Milimono hier, nous l'y avons dépêché, vous l'entendrez dans le fil de cette émission. Et puis, à l'enseignement supérieur, une affaire de notes fait grand bruit. Nous aurons le président des étudiants de Guinée, nous l'entendrons sur le cours de cette émission. Ces actualités-là, et pourquoi pas bien d'autres, viennent étoffer le menu de ce matin. Nous sommes heureux de vous retrouver. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Moussa Yeroba est avec nous. Bonjour, Diadia. Bonjour, Zachary. Bonjour à tous. Jacques Léwalino, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Très bien, c'est un fait, c'est une lapalissade, c'est un truisme. Il n'y a pas d'électricité, en tout cas il n'y en a pas suffisamment à Conakry et les citoyens savent le manifester, Daouda. Justement, hein, c'est quand même dommage et très pitoyable qu'en ce 21e siècle, qu'on ait dit pendant des décennies ou pendant des siècles que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai que ce n'est pas l'eau naturelle simplement qui donne le courant, mais c'est quand même un élément incontournable dans je vais dire, dans la production qui viendrait des barrages hydroélectriques. Et aujourd'hui, après tout ce qui a été investi dans l'électricité en Guinée, avec tout le dévouement du professeur Alpha Condé, et même si tout ce qu'il a investi, on n'a pas les résultats conformément à ce qui a été investi. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation comme on était, je ne sais pas en quelle année, parce que même en 2000, on en avait encore, jusqu'en 2002, on en avait encore, qui ne soit pas à ce rythme-là aujourd'hui dans le pays. Et on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Après le président Alpha Condé, qu'on retombe dans cette désuétude de manque d'électricité dans le pays. Et il faut bien se poser des questions. Mais puisqu'à un moment donné, on a compris que le citoyen guinéen, c'est un minimaliste, c'est quelqu'un qui se contente du peu qu'on lui offre. Et on a vu quand ce rythme a commencé très tôt le matin, le courant s'en allait, et pour ne revenir que le soir, parce qu'on avait même qualifié le courant, l'électricité de Guinée désormais de jeunes fonctionnaires qui sortaient le matin et qui retournaient le soir. Quelqu'un a dit que le courant à Conakry, c'est un playboy. Voilà. Tu dors avec lui la nuit. Et puis voilà, il passe la journée. Au matin, il disparaît, tu le cherches, il n'est plus là. Il n'est plus là. Il passe la journée avec une autre tisa et il revient la nuit peut-être. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Guinéen s'est accommodé à cela. Quand le courant partait d'abord à 7 heures, et lorsqu'on constate que le courant était resté jusqu'à 8h, 9h, c'est nous-mêmes qui disions « Ah, quelque chose se passe bien aujourd'hui, on a encore le courant. » Et tout de suite, le débrancheur, comme le DJ qu'on a sur les médias, et qui sait bien rythmer un peu les chansons avec ce que nous diffusons. Alors, le Guinéen s'est accommodé à cela. On s'est dit que, écoute, nous sommes minimalistes. On prend ce qu'on nous donne. Le peu qu'il soit, on prend ce qu'on nous donne. Mais aujourd'hui, on a vu, le carême a commencé. Moins de bruit. Et les gens ont accepté. Mais aujourd'hui, le ramadan commence, peut-être avec le nombre de populations, et les remous commencent. Parce que les gens se sont habitués à quoi? C'est que vous cuisinez pour la semaine, c'est seulement les soirs vous venez pour réchauffer un peu de riz et pouvoir manger. Mais aujourd'hui, qu'on vous dise que le courant part à 7h ou à 6h, pour ne revenir parfois qu'à 19h ou 20h, et pendant ce temps, vous avez de quoi conserver. Vous avez ce que vous conservez dans les congélateurs. Et vous revenez le soir, vous trouvez que c'est en train de pourrir. Et vous pensez que
on vous dit que ce n'est pas un droit pour vous d'avoir de l'électricité. Parce que si l'Internet n'a pas été un droit, je ne sais pas si on ne nous dirait pas aussi que l'électricité n'est pas un droit. Donc, on est dans ce rythme-là aujourd'hui. Ce n'est pas un droit pour nous d'avoir de l'électricité. Et le bateau dont on parlait, on a vu le bateau était là. Les barrages qu'on a à Swapiti et Kaleta, Amaria, on ne sait pas on est à quel niveau aujourd'hui de sa réalisation. Garafiri, on ne sait pas qu'est-ce que ça produit aujourd'hui en réalité. Mais on a ces barrages, vous avez des centrales, on est obligé d'avoir encore un bateau qui nous fournit de l'électricité. Il y a lieu quand même de se poser la question, à quoi servent les barrages que nous avons? Qu'est-ce qui ne va pas avec les barrages que nous avons? Parce que si on ne pose pas le problème clairement pour savoir quelle réponse donner aujourd'hui au problème de l'électricité dans notre pays, on va continuer à plus investir que nous ne recevions de l'électricité dans nos ménages. Parce qu'aujourd'hui, le bateau va revenir et le bateau n'est pas là. EDG n'a jamais communiqué sur cette situation? Non. La situation de délestage? Moi, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas vu la communication de EDG qui nous disent que désormais, par rapport à telle ou telle situation, vous n'aurez l'électricité que du matin, de 18h au petit matin. Je n'ai pas vu cette communication. Les gens se sont retrouvés dans cette situation parce que je crois qu'ils ont anticipé pour préparer nos esprits, parce que sachant bien que nous allons nous retrouver dans cette situation, donc on a accusé l'incendie sur le dépôt de Kaloum. On dit bon. Oui, sauf que les délestages ont commencé bien avant. Bien avant. Maintenant, bien avant. Bien avant, ça a commencé. Non. Depuis la saison, la fin de la saison des pluies, on s'inquiétait, on se disait, il y avait déjà des délestages. C'est vrai. Les esprits avaient commencé à le comprendre, mais on est venu, puisqu'on savait que la situation allait empirer. Donc, situation, je ne sais pas, hasard ou quoi qui intervient, le dépôt qui prend feu. Et tout de suite, on dit, bon, par rapport à ça, il faut craindre à l'avenir ou les mois à venir, telle situation dans la desserte en électricité. Alors qu'on a eu Moussa Koulibaly dans ce studio qui nous a clairement dit, ça n'a absolument aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Le problème, il est ailleurs. Qu'on nous dise clairement le problème, il est où et qu'est-ce qu'il faut pour apporter une réponse à cela. La vérité dans la communication, cette obligation de redevabilité vis-à-vis du peuple. C'est pourquoi je pose la question de EDG. EDG doit expliquer aux Guinéens en vérité ce qui se passe. Ce qui se passe. Mais on ne le dit pas et puis on vient encore se foutre de notre gueule. Et c'est hier, j'ai vu sur les réseaux sociaux que désormais EDG promet de donner l'électricité de 17h au petit matin. Mais c'est pas déjà ça. Parce que c'est ça le rythme. C'est ça le rythme, mais juste parce que comme on le dit. C'est une heure de plus alors qu'ils vont augmenter peut-être ça revient vers 18h. Alors puisque c'est Ramadan comme ils le disent, ça vient à 17h. Pour répartir au petit matin. Au petit matin, c'est même dangereux. Parce que le petit matin, c'est avant 7 heures. Voilà, c'est ça le problème. Et aujourd'hui, le petit matin, c'est avant 7 heures. Et qu'on nous dise que nous allons encore accepter ça. Parce que nous nous adaptons à tout. Quelle que soit la situation qu'on nous impose, on s'adapte et on va avec. Vous avez vu le jeudi, il y a eu des manifestations du côté de Dar Salam. Effectivement, contre les délestages. Mais qu'est-ce qui s'est passé de ce côté? Des jeunes sont sortis pour manifester, pour barricader la route. Il y a même le train, je crois, de la CBK qui a été bloqué net dans son élan. Mais dans l'intervention de la police et de la gendarmerie, on n'avait plus affaire qu'aux policiers et des gendarmes. Ils sont arrivés avec ceux qu'on appelle des contre-manifestants. Ah oui. Des jeunes des mêmes quartiers qui se joignent à la police et à la gendarmerie pour aller s'attaquer à ceux qui sont sortis pour demander le retour de l'électricité dans les ménages. L'histoire se réécrit, quoi. Se répète. L'histoire se répète. Les erreurs du passé. Le pire, Tamba, c'est que avec l'aide des contre-manifestants, ou je dirais l'aide des policiers et gendarmes, il y a eu des attaques sur des boutiques et magasins et même des domiciles privés des citoyens. Vandalisés. Des biens emportés. Sous
le regard des policiers, parce que le témoignage, par exemple, qu'on a eu, que notre reporter a eu, il y a un, je crois, le chef de secteur ou chef de quartier qui a été victime. Aïe. Parce qu'on est allé dans son domicile, on a pris beaucoup de trucs, on a caillassé son véhicule, les câbles électriques qu'il avait achetés pour des travaux, on a tout emporté. Des boutiques ont été attaquées, vandalisées. Le jeune même a donné le numéro matricule du pick-up de la police qui était stationné là, dans lequel on mettrait des marchandises. Le butin. Le butin. Le butin. Dans lequel véhicule on mettait le butin. Il a donné le numéro. Le reportage de Boubacar Bari est là. On peut bien le dire. Un véhicule de la police dans lequel les jeunes vont piller dans les magasins, dans les boutiques, on vient mettre dans un véhicule policier. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est un témoignage d'une victime. Constat. À Dar Salam. Le terrain. Le reportage est là. D'accord. Le reportage de Boubacar. Je pense qu'avant la fin de l'émission, avant la fin de ce sujet, on a le reportage. On pourra le diffuser pour prévenir justement ce type de débordement à l'avenir. Rapidement, Daouda. Donc, pour dire qu'aujourd'hui nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Parce que je ne peux pas comprendre, par exemple, que un groupe de jeunes sortent pour réclamer le retour de l'électricité, qui est quand même un droit, et qu'il y ait d'autres jeunes du même quartier, du même secteur, qui prêtent main forte à la police et à la gendarmerie, et on ne se limite pas à dissuader ceux qui manifestent, ceux qui ont barré la route. On va jusqu'à vandaliser des boutiques, des domiciles d'autres citoyens. Je crois qu'aujourd'hui, ça m'a rappelé quoi? C'est la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui en Haïti. Parce que si dans le même... Non, attendez, c'est ce que je suis en train de dire. Comprends-moi très... Non, comprends-moi très bien. Comprends-moi très bien. Tu ne sais pas où je vais. On a dans le même quartier des groupes de jeunes qui ne sont plus... qui ne conjuguent plus le même verbe. Les uns manifestent par là, les autres viennent contre-manifester. Aujourd'hui, on peut dire que j'exagère en disant, en prenant l'exemple de Haïti, mais ça a commencé petit. Ça a commencé petit. En effet. Ça a commencé petit et que ça s'est retrouvé dans une situation. Parce que ceux qui se connaissent, les jeunes qui se connaissent, qui sont dans le même quartier, qui ont désormais les intérêts divergents. Et qui se regardent désormais en chaîne de faïence. Qui se laissent manipuler. Qui se laissent manipuler. C'est une façon de diviser pour régner. Et que ces jeunes, un jour, se livrent à des attaques entre eux. Ça va se passer une fois, ça va se passer deux fois, ça va devenir une tradition. Ah bah écoute, hein, et d'autres prendront des exemples là. J'allais dire la même opération de distribution de motos et d'argent continu sur voilà. Là, ça n'a pas du tout changé. Jacques, je ne sais pas si vous avez fait attention hier, la température était à son fait hier. Tout le monde s'en est plaint, tout le monde a remarqué qu'il a fait excessivement chaud hier, et ça on n'est qu'au début du mois de mars. Il y a encore la fin, il y a encore avril qui nous attend. Est-ce qu'il faut particulièrement s'en inquiéter? Il faut s'en inquiéter, il faut s'attendre à ce que la situation devienne de plus en plus dégradante. Et peut-être à plus de manifestations. Là, on est en train de parler de Conakry parce que c'est notre habitude, même si on n'avait pas encore atteint ce niveau-là. Mais même certaines préfectures qui étaient habituées avec la fraîcheur n'ont plus la fraîcheur habituelle. Je ne parle pas du Fouta, mais je parle notamment de quelques préfectures de la basse Guinée et même en Guinée forestière où la chaleur est assez présente. Donc vous avez mars d'abord devant nous, avril, mai, mais aujourd'hui avec le retard que la pluie a connu l'année dernière, si la situation est semblable à celle de l'année dernière ou alors s'empirer, on peut s'attendre au début des pluies fin juin ou mi-juin, ce qui veut dire que ce qui nous attend est particulièrement difficile à supporter. Maintenant, par rapport à l'électricité, il y a quand même certains discours qui commencent à changer, en tout cas de la part des autorités, et il faut les relever tout de suite. Vous savez, quand il y a eu l'explosion du dépôt du carburant, dans les premières communications, d'ailleurs les communications qui sont restées les mêmes, parce que ça n'a pas été changé, c'était de dire
que le type de carburant qui avait été le plus impacté par cette explosion, c'était l'essence. Après, on a évolué, on a dit, pour le gasoil, c'est vrai que nous consommons plus de gasoil que d'essence, mais qu'il y avait la possibilité, il y avait beaucoup plus de facilité à réceptionner, n'est-ce pas, le gasoil que l'essence. Parce qu'évidemment, avec l'essence, on n'a plus de bac, donc on n'a plus de dépôt. Donc la quantité qui arrive est directement dépotée dans des camions et les camions se dirigent vers les stations. Ça fait qu'il y a des soucis. Mais on a dit quelque chose et qui nous laissait croire que, évidemment, la crise d'électricité n'était pas à l'ordre du jour. Ils ont dit que le HFO n'était pas impacté. Les bacs qui devraient contenir du HFO n'étaient pas touchés par cette explosion. Oui, parce que la cuve RO4, justement, qui contient cela, n'a pas été impactée. Donc, les cuves qui doivent contenir du HFO, donc qui doivent alimenter les centrales thermiques, n'a pas été touchées. Mais mieux. Alors, mais mieux, les quantités dont disposaient pas mal de sociétés ont été réquisitionnées par l'État. Oui. Ça, on s'en souvient. Parce que les compagnies minières, oui, les compagnies minières en particulier, les engins lourds n'utilisent que ça, le gasoil. Voilà, mais sans oublier que pour les centrales électriques, c'est pas le gasoil, c'est du mazout. C'est du mazout. beaucoup plus lourd. Oui. Il n'est pas concerné forcément. Et pas mal de compagnies minières en avaient. Utilisent le mazout. Non, mais le problème, en fait, moi, mon problème n'est même pas est-ce qu'il y avait un manque. Le problème, c'est que est-ce qu'on a où stocker? Selon la communication officielle de l'époque, c'est qu'on a où stocker. Ce qui veut donc dire que si on n'en a pas aujourd'hui, c'est parce qu'on ne débourse pas d'argent pour en avoir. Et pour confirmer ce que je viens de dire, le Premier ministre a été clair ce matin chez nos confrères de RFI. Il n'y a pas d'argent pour alimenter les centrales thermiques. Il l'a clairement dit. Il l'a clairement dit, c'est sans embâche. Il dit qu'il n'y a pas d'argent pour alimenter les centrales thermiques. Et puis, l'autre chose... en clair, il n'y a pas d'argent pour acheter. C'est ça, de quoi alimenter. Donc, il n'y a pas d'argent pour acheter le mazout et mettre dans les centrales thermiques et pour que les centrales thermiques puissent tourner à temps plein pour nous donner, je crois, c'est les 180 mégawatts. Mais rien que les fournisseurs, on a une dette de plus de 100 milliards auprès des fournisseurs. Donc, ceux-ci aussi ne peuvent pas continuer à donner. L'autre question liée justement à ce pan-là, c'est qu'est-ce qu'on fait des recettes notamment issus des factures des grosses entreprises. Parce que quand tu prends ces grosses entreprises-là, c'est des factures de plusieurs milliards par trimestre. Et un spécialiste, moi, m'expliquait il y a encore 2 jours que normalement, par trimestre, ce montant-là qu'on doit à ces fournisseurs devrait quand même pouvoir être épongé. Mais la question aussi est de savoir qu'est-ce qu'on fait des recettes. Parce qu'en réalité, ce n'est pas les recettes des ménages de Conakry qui permettent de soutenir... C'est les grosses sociétés. C'est les grosses sociétés. Voilà, c'est pourquoi il y a des lignes spéciales pour ces entreprises-là. En fait, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, c'est l'absurdité de la facturation à EDG. Il faut bien se questionner. On en parlera tout à l'heure. Justement. On en parlera tout à l'heure. Allez-y. Sans oublier que les Chinois nous vendent l'électricité 3-4 fois plus chère, par exemple, que la Côte d'Ivoire. Les 11 mégawatts, imagine, venus de la Côte d'Ivoire pour la forêt, pour Zélékouré par exemple, sont vendus, je crois, aux alentours de 9 cents, quelque chose comme ça. Alors que les autres nous vendent 3-4 fois plus cher. Or, c'est des barrages qui sont en Guinée. La question est de savoir ça appartient à qui. Voilà. Et ça ne fait que commencer. Parce que la vraie période d'étiage, c'est maintenant que ça commence. En effet. Non, mais de toutes les façons, d'après ce que les techniciens disent, on ne reçoit presque pas grand-chose où on ne reçoit presque rien des barrages, plus rien des barrages. Donc on se contente de ces centrales qui doivent donner autour de 180 mégawatts, mais avec un déficit de 100 mégawatts. Donc on est en train de tourner entre 80-100 mégawatts aujourd'hui, ce qui sort pour approvisionner, n'est-ce pas, Conakry et le Grand Conakry. Et au même moment, le bateau qu'on a chassé d'ici... Je reviens à ce bateau, parce que là également, c'est un autre pan du propos du Premier ministre. Là aussi, on a avancé un peu. Parce que c'est un article de presse qui nous a dit que Mohamed V était en train de se battre pour ramener le bateau qu'il a chassé. Là, le Premier ministre a encore été clair ce matin. Oui, c'est vrai. L'État est en train de se battre pour ramener ce bateau. Sauf que Loïc, il n'est pas en mesure de donner le délai.
Et on lui a demandé est-ce que dans quelques semaines, on peut s'attendre à ce que ce bateau flottant puisse arriver à Conakry. Il n'a pas été à mesure de le dire. Il dit le bateau est sous contrat. Il dit tout simplement que les négociations sont en cours. Voilà. Il espère que les choses vont s'arranger en tout cas dans les prochains mois pour que la situation puisse s'arranger. Maintenant, quand on revient à la situation même de l'approvisionnement de l'électricité aujourd'hui aux populations guinéennes, vous vous rendrez compte que les prochaines difficultés sont à envisager. Et puis elles peuvent être beaucoup plus compliquées. Déjà pour les barrages, comme je le disais, c'est la période d'étiage. Et si vous imaginez combien de temps il nous reste pour avoir les premières pluies ici à Conakry ou en Basse-Côte en général, vous vous dites bien que la situation risque de continuer de cette façon. La solution du Premier ministre, c'est de dire on pourrait peut-être prendre l'argent qui existe et qui doit aller vers l'investissement pour amener vers les DG. Donc ça, voilà la situation. Vous vous rendez bien compte, quoi. Vous savez, il a eu une rencontre avec les acteurs de cette chaîne-là. Jacques, si j'ai compris, c'est gélons l'investissement. Donc, stoppons, si vous voulez, mettons un coup de coupe dans la croissance. Oui. Et faisons face c'est une alternative. Parce que dans son propos... Au circonstanciel. Or, ça veut dire qu'on va appliquer un pansement sur une plaie déjà purulente. En réalité, demain, la situation sera plus explosive. En effet, plus explosive. En fait, dans son propos, il s'est dit que l'absence de l'électricité impacte beaucoup, non seulement sur les ménages, mais beaucoup sur les entreprises. Donc, il estime qu'en gelant un peu l'investissement et en prenant cet argent-là pour aider EDG à accroître un peu sa capacité de production ces derniers temps et donc à allonger un peu le temps de fourniture de l'électricité. Aujourd'hui, on tourne autour de 12 heures, non, ou 13 heures, je ne sais pas, parce que quand ça commence à 18 heures pour partir à 6 heures du matin, parfois ça vient à 19 heures, 19h30. Qu'est-ce que ça représente? Donc, si on allonge, ça pourrait permettre, n'est-ce pas, aux sociétés de pouvoir fonctionner. Justement, faisons cet exercice. Oui. Faisons cet exercice en studio. Prendre la décision de recourir à l'argent au fonds des investissements pour faire face à la crise de l'électricité, c'est une solution, c'est un pansement que l'on veut appliquer à un problème. Mais moi, ma préoccupation ce matin, c'est comment a-t-on fait en l'espace de 2 ans pour se retrouver dans une situation aussi grave? Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'en prenant de cet argent de l'investissement, en l'injectant, est-ce qu'on risque pas... Est-ce que cet argent ne va pas connaître le même sort que l'argent qui était destiné au fonctionnement. L'idéal ne serait-il pas du secteur énergétique, de chercher à comprendre d'abord ce qui s'est véritablement passé au-delà des rapports, du saupoudrage que l'on peut nous faire? Ça, peut-être, on va le dire au Premier ministre, qui cherche d'abord à comprendre. Mais le CNRD sait ce qui s'est passé. Il doit savoir ce qui s'est passé. En tout cas, c'est ce que je me dis. On ne peut pas passer 2 ans en train d'observer la dégradation d'un secteur sans chercher à demander des comptes et à comprendre ce qui se passe. Nous avons fait notre travail. Parfois, ce n'est pas compris et on nous combat même pour ça. Mais on a fait présentation de la situation énergétique ici avec des situations assez suspectes dans la gestion des groupes électrogènes, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. En effet. Si on n'a rien fait en ce moment pour arrêter, si vous voulez, la saignée, et on va jusqu'à se retrouver dans cette situation, et je suis d'accord avec Daouda et avec ces spécialistes qui nous disaient que l'explosion du dépôt de carburant de Kaloum n'a rien à voir, n'est en rien une raison de cette crise. C'est la gestion qui nous a amenés dans cette situation. Ce que le PM propose, c'est comme vouloir remplir un panier percé d'eau. À mon avis, c'est ça aujourd'hui. Il y a une fuite quelque part. Tu mets et puis ça continue. Tant qu'on n'a pas maîtrisé la situation, si on prend l'argent de l'investissement, on va créer plus de problèmes. C'est-à-dire, on va gérer les investissements pour régler un problème qui ne va pas se résoudre. Parce que de toutes les façons, ça va être géré comme c'est le cas actuellement. Et puis la crise va continuer à être ressentie. Il ne suffit pas de dire nous l'avons fait. Pour le citoyen, c'est l'électricité. S'il n'y a pas de courant à la maison, c'est que la crise est toujours permanente. Je crois donc qu'à ce stade, au lieu d'aller tout de suite à cette solution, même si je suis conscient que les difficultés actuelles risquent quand même d'agenouiller beaucoup d'entreprises.
Parce qu'on parle beaucoup de ménage pour le petit plat qu'on fait et qu'on va garder au chaud ou au froid pour le récupérer après. Mais les entreprises aujourd'hui ne peuvent plus, avec la situation actuelle, ne peuvent plus fonctionner normalement. Il n'y a pas d'électricité et le prix du carburant est à 12 000 et parfois vous ne pouvez pas l'avoir à temps. Et il n'y a pas aussi de recettes qui vous permettent d'accéder, n'est-ce pas, à ce carburant-là pour faire fonctionner des groupes électrogènes. Donc, si la situation continue comme ça pour 2 ou 3 mois encore devant nous, soyons sûrs que beaucoup d'entreprises seront dans l'obligation d'arrêter, quoi, parce que ce n'est plus supportable. J'ai ce témoignage. Mais on peut voir ailleurs, là, Tamba, au lieu de toucher au fonds d'investissement, il y a des fonds de souveraineté quelque part. Oui, plusieurs milliards. Plusieurs milliards, on ne sait même pas c'est combien. Oui, on peut faire, si on est assez patriote. Je suis d'accord. Voilà là où il faut puiser. Par jour, c'est un peu plus d'1 milliard par jour. Oui. Voilà là où il faut puiser pour aider même la les primature citoyens. est un fonds de souveraineté. Voilà, c'est ça. La primature, en fait, c'est bien plus que ça. C'est bien plus qu'un milliard. Voilà. Parce qu'il y a ces fonds de souveraineté sur lesquels on n'a aucun regard, mais il y a le budget de fonctionnement quand même de la même entité. Oui. Et qui, lui, doit osciller autour de entre 2 et 3 milliards. Ouais. Vous vous rendez bien compte qu'on n'est pas loin des 5 milliards jour. Donc, M. Baouri, il faut voir de ce côté. Voilà. Il faut voir côté budget de souveraineté là. Et je pose le constat. Il y a cet ami à moi qui a développé de l'activité dans la restauration, ici, dans la boulangerie. Ça fonctionnait très bien, plusieurs centaines d'employés. Et il y a quelque temps, il y a 2 semaines en arrière, il m'envoie, il dit, je n'arrive plus à tenir. À cette allure, je vais réduire mon personnel et travailler de 20h à 0h pour au moins pouvoir continuer à payer les charges. Lui, comme plusieurs entités, sont frappés mais notre par chocolatier, notre unique chocolatière, Zena. Oui. Mais moi, j'ai voulu aller voir, mais quand elle a fini de me dresser, j'ai eu plusieurs échanges avec elle. J'ai même demandé à nos 2 rédactions d'aller vers elle et tout. Elle m'a envoyé de ces images, mais Tamba, j'ai pas eu le courage d'aller la regarder droit dans les yeux. J'ai pleuré pour elle. C'est pénible. Parce qu'elle m'a expliqué, vous imaginez le chocolat. Le chocolat, la sensibilité. Oui, ça fond tout de suite. Ça fond tout de suite et après ça reprend plus la consistance. Vous avez perdu. Mais pourtant, c'était devenu une marque guinéenne, un véritable label. Un joyau guinéen. Un joyau guinéen. Ouais. Mais aujourd'hui, elle est obligée de libérer du monde. Toute la journée, l'équipe est là pour préparer des choses à attendre. Et c'est la nuit qu'il faut travailler. Or, elle est avec des jeunes femmes qui habitent loin et dont certaines sont mariées. Les maris ne vont pas accepter quand même que l'épouse rentre après 22h. Ça, c'est un problème. Maintenant, le ramadan, imaginez maintenant, va venir si greffé. Je me demande d'ailleurs si elle ne va pas complètement arrêter le peu de production qu'elle faisait. Pendant ce temps, le propriétaire de l'immeuble, lui, il ne connaît pas la crise. Lui, il va demander son loyer. Il hausse les prix. Et EDG, toutes les années, ça hausse. Et EDG, en mal capi de l'affaire, va venir encore une femme vraiment lourde à la fin du mois, va venir déposer. Moi, je les attends avec ma facture. Non. Ça peut pas être la même facture que moi, j'ai un prépayé. Et pour te le dire, ma facture a chuté vertigineusement depuis le début de cette histoire. Mais pour les autres, c'est pas pareil. Ceux qui ont des compteurs à la maison, vous imaginez, ils viendront encore en vrai malo, ils vont vous déposer les factures. Alors que vous ne rencontrez même plus le courant sur votre chemin. Actuellement, le courant est en mode invisible. Vous passez à gauche, il passe à droite. Et puis voilà, bien, hier, lui, il a parlé d'Ar Salam. La nuit, c'était du côté de Sangoya. Je crois que je vous avais écrit. Là encore, c'était très chaud. Il y a quelqu'un qui est venu de là, moi, pour me rencontrer la nuit. C'était pareil. La journée, je ne sais même pas c'était quel autre quartier encore. T4, Sangoya, voilà. Et la seule journée d'aujourd'hui, je suis devant la météo. Rien qu'à Conakry, tu sais qu'est-ce qui est prévu pour 15h? 34 degrés. Wow. 34 degrés à 15h tout à l'heure. Je viens de vérifier ça. Daouda, franchement, bon début de Ramadan. Très bien. Et je pense que je lâche la petite phrase avant de vous laisser continuer, Djadja. Je pense qu'il faut boire beaucoup d'eau, vu que EDG ne sait même pas qu'il faut communiquer là-dessus, parler aux citoyens. Mais il n'y a pas d'eau. Le ministère de la Santé, il faut boire beaucoup d'eau et éviter d'être au soleil pour ceux qui le peuvent. Allez-y, Djadja. Sans courant, il n'y a pas d'eau. On revient avec toi. Tu as vu le fourrage creusé ici, là, juste à côté de notre immeuble là. Les gens ne peuvent pas voir. L'immeuble a été construit depuis plusieurs années, mais c'est hier ils ont creusé le fourrage parce qu'il n'y a plus d'eau.
Il n'y a plus d'eau. Et quand vous parlez de prolifération de forages dans les quartiers de Conakry, qu'est-ce que vous voulez que les grandes gueules. L'eau ne sort plus du robinet venant de la SEG, les gens sont obligés, pour ceux qui ont des moyens, de creuser, ce qui fait que vous en avez beaucoup de trous comme ça. On a fait, je pense, on a invité des gens. et la crainte, tellement de trous, quand vous regardez sur une carte, la crainte c'est que, vous vous souvenez on a vu une sorte de tremblement de terre perceptible du côté de Nongo. On a reçu un spécialiste ici qui nous a dit que c'est la prolifération des forages dans la capitale qui était à l'origine. Aboubacar Kamara passe son temps à expliquer qu'il y a du danger avec les forages. Il tend la main pour obtenir du financement et ça ne vient pas. Mais on a fait venir des directeurs nationaux ici en sismologie. Exactement, un géologue aussi. Géologue et tout, ils nous ont expliqué. Ils disent que Conakry, et le pire, c'est que Conakry est bâti sur une faille. Il vous suffit d'aller à Kakimbo. Vous avez vu là où il y a le pont. Par exemple, tu peux voir une faille qui rentre là, qui passe derrière l'ambassade des États-Unis, là où il y a l'ARPT, la même faille continue, tu peux le remarquer. Demoudoula va sortir vers Kaporo, il y en a plein, comme ça. Sans oublier la grosse faille qui quitte le golfe de Guinée pour le Maroc. Continue. Voilà. C'est un sérieux problème pour les Guinéens parce que, en fait, quand on parle de services sociaux de base, les choses les plus élémentaires pour un citoyen, normalement, c'est d'avoir accès à l'eau et avoir aussi le courant à la maison, le minimum qu'on puisse faire. Mais pour revenir à ces entreprises, par exemple, qui sont en train de se mourir, des jeunes gens qui ont réussi à investir, qui font du e-commerce ou qui font des formations. Tu as parlé de ton ami qui s'est confié à toi. Mara parlait de Zena Kakao, cette jeune dame qui s'est illustrée même à l'international par cette marque qu'elle est en train de faire. Mais j'ai parlé récemment avec un jeune qui travaille, qui a un cyber, où il fait des formations. Là, mais pire. quand je l'ai écouté, j'ai eu... Il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que le groupe électrogène, je ne peux pas. H24, du matin au soir, un groupe électrogène, avec le coût que ça, qui en découle, je ne peux pas m'en sortir. Pratiquement, ils font de l'impression le soir. Imagine quand le courant revient, ils font juste de l'impression. Mais imagine un immeuble, par exemple, ici à Koza. Tu as un immeuble, tu fais juste de l'impression. Comment tu peux payer à la fin du mois? Comment tu peux payer les frais de location? Imaginez toutes ces jeunes personnes qui font du e-commerce. Des gens, par exemple, à Kindia, qui se sont fait des relations à travers Internet où ils peuvent contacter des gens pour pouvoir déposer ce qu'ils ont pu cultiver. Ou bien, il y a tellement de petites entreprises comme ça, de jeunes gens qui sont mortes en fait. Qui sont mortes. Nous, on parle de Adafo, on parle des médias parce que nous on nous entend. Parce qu'on est visible, mais c'est des milliers on nous entend. qui ont disparu. À tous ces jeunes. Tamba, la plupart de tes articles, tu les achètes en ligne, non? En effet. La plupart de nous, on ne va plus. Et aujourd'hui, on ne le fait plus. Et aujourd'hui, voilà. C'est vrai. C'est mort. Là, pour maintenant, imaginez ces gens qui sont derrière, comment on appelle, qui gagnaient leur vie à travers ça aujourd'hui, qui sont carrément out, à plat, à down, parce que justement, on n'arrive plus à desservir le courant tel que... Je pense qu'en fait, ce qu'il faut dire aux autorités actuelles, vous savez, hein, gouverner, vous pouvez peut-être juger les autres parce que c'est dans la précipitation, je suppose, qu'on a décidé que oui, il y avait trop d'argent que la Guinée dépensait, on a décidé de renvoyer ce bateau-là. Mais il faut pas faire les choses sur une sorte d'humeur, en fait. Il faut faire des études, il faut appeler des spécialistes pour parler d'une situation avant de prendre une décision. Je pense que c'était une décision hâtive qui n'a pas été réfléchie, qui n'a pas été mûrie. On n'a pas écouté l'avis d'un spécialiste. Des gens se sont assis là-bas pour dire non, ça fait trop d'argent pour la Guinée. Et voici là où on en est. Vous imaginez... Je l'ai dit la dernière fois ici. Je crois le secrétaire général actuel qui est le secrétaire général du ministère de l'énergie était des rares personnes qui ont soutenu le maintien du bateau ici. On ne l'a pas écouté. Mais tous contre lui seul, qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas écouté parce que généralement on n'écoute pas les spécialistes. On fait on travaille, on est tellement sensible, on a le truc à fleur. Je pense que le problème n'était pas le maintien ou le départ du bateau. Je pense que le problème est dans la gestion des fonds générés par l'exploitation de l'énergie en Guinée. Je pense que c'est là-bas le problème. Quand il y a du vol et de la corruption, on se retrouve dans une situation où, regardez comment ça nous tombe dessus brusquement. Quand on est dans le vol, la corruption, vous vous êtes rendu compte qu'il y a ça. C'est facile de stopper.
c'est facile de stopper en mettant des gens qui sont susceptibles qui peuvent bien gérer. Mais en renvoyant ce bateau, vous êtes obligé à de renégocier pour le ramener. Parce que ça produisait sans être utilisé. C'est ça le problème avec ce bateau. Ça produisait, on avait ce contrat, ça ne nous servait pas à quelque chose. Et alors, il fallait le rendre, sinon c'était du gaspillage. Oui, mais au même moment, l'électricité manquait à l'intérieur du pays. Oui, mais vous savez, ça c'est lié à n'a pas su faire le dispatching. C'est un problème d'intelligence dans l'exploitation. C'est tout. En fait, c'est de l'amateurisme simplement. Parce que je pense que quand on ne sait pas comment gérer les choses, vous ne pouvez pas produire de l'énergie ici. On en manque à l'intérieur, vous êtes incapable de vous organiser de sorte que cela puisse être dispatché. On nous dit ici qu'on n'a pas de problème de courant, on a un problème de transport. C'est pas ce qu'on nous dit tout le temps. Oui, on a des barrages, on a ceci, on a cela, on ne peut pas transporter. Comment voulez-vous qu'on ait de l'énergie mais qu'on ne puisse pas transporter? Et ça aussi, il y a des experts qui ne sont pas d'accord avec ce discours. Justement, soit on nous tient de faux discours et nous jette de la poudre aux yeux, et voici les conséquences. Et que voulez-vous que les gens fassent? Les jeunes, ils sortent manifester. Les gens vont sortir manifester parce que c'est des entreprises qui sont en train de mourir. Il ne faut pas que les gens croient que c'est juste parce qu'on est contre leur pouvoir, parce que généralement, c'est ce qu'on dit, et on fait du diviser pour régner. Vous montez les jeunes du quartier les uns contre les autres, vous donnez de l'argent à quelques-uns pour dire non, si eux ils sortez et manifestez contre eux. Où est le changement le changement qu'on nous a vendu le 5 septembre pour dire qu'on ne va pas commettre les erreurs du passé. On ne va pas faire les erreurs que nos aînés, exactement comme on l'a dit, mais c'est la même chose qu'on est en train de faire. Lors de la dernière manifestation, il y a eu des contre-manifestants. Vous voyez des hommes en uniforme accompagnés de jeunes qui viennent s'en prendre à d'autres. Ce pays-là, on tourne en rond. Oui, mais moi, je n'en veux pas à ces forces. Permets, Mara. À ces jeunes-là. Permets, s'il te plaît. Eux non plus n'ont pas de courant. Voilà. Donc, oui, mais en fait, vous avez toujours des marionnettes dans la société. Et il y a des dirigeants, de faux dirigeants, parce que les vrais dirigeants apportent des solutions aux populations et ne créent pas des problèmes. Mais les gens qui pensent à eux, qui défendent leur poste, ils manipulent la société, ils se servent des plus fragiles pour monter les gens les uns contre les autres. Et c'est le résultat de ce qu'on est en train de vivre depuis toutes ces années. Toutes ces années, on tourne en rond dans ce pays-là. Les choses ne bougent pas. Et c'est dommage, quoi. Et il y a notre amie Tidiane qui écrit en bas, si tu dis aux gens de boire de l'eau, les dialogues vont croire que c'est une norme à la journée du Ramadan. Bon, donc je passe le message. Mais Mohamed Ali, avec vous, bonjour. Tamba. Très bien. Alors, et pour moi, la crise est aussi une opportunité. Oui. Est-ce que c'est pas le moment d'aller au solaire, d'aller, mais sérieusement, avec beaucoup d'énergie, cet investissement dont parle Baouri, de le prendre et de le mettre dans de l'énergie fossile, plutôt que de le mettre dans les énergies fossiles, pourquoi ne pas prendre éventuellement de cet argent et de l'orienter vers la construction de centrales solaires, comme cela se fait un peu partout désormais? Parce que quand Alpha Condé a tenté de le faire depuis plusieurs années et il n'a pas réussi à le faire, c'est pas une mince affaire. L'histoire de solaire, fait passer un pays au solaire, je pense que c'est plus facile de rester dans le sommet. Oui, c'est ce que... En fait, la politique de nos États, surtout de notre État, ne veut pas une progression. On veut le faire pour que la population le constate, pour en faire un argument politique. C'est ça mon avis. Alors. Madame disait, rappelez tout à l'heure là qu'on disait qu'on n'avait pas un problème de production, on a un problème de transport. Ça c'est Alpha Condé qui l'a dit. Hein. C'était au temps d'Alpha Condé, c'était le slogan. En fait, oui, les discours, les meilleurs discours politiques. Le ministre de l'énergie qui est passé dans ce studio, il a dit, il a répété. Bon, si le ministre de l'énergie du CNRD a dit ça, ce qu'il a répété, c'est que les gens d'Alpha Condé ont dit parce que lui il n'a rien. Ses spécialistes n'ont rien pu lui dire parce que ce n'est pas le cas depuis que le CNRD est arrivé. Ce discours-là a été construit justement parce que on voulait nous faire comprendre effectivement dans les perspectives des élections, à dire on a construit des barrages aujourd'hui, on a suffisamment de production, souvenez-vous. On a même dit, moi j'ai écouté un spécialiste du côté de Kankan qui nous a dit qu'on pourrait même envoyer de l'électricité jusqu'au Maroc en passant par le Mali, etc. avec les interconnexions. Ouais. Il s'agissait de créer l'autoroute de le Maroc. Vous savez, Alpha Condé a dit plus le mensonge est gros, plus le Guinéen y croit. Donc je suis en train de dire que ça c'est, vous savez, les discours politiques, les meilleurs discours politiques, c'est ceux qui sont destinés à vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Et au moment où vous avez envie d'entendre, c'est ce qu'Alpha Condé a construit. Et je pense que le CNRD n'a pas, de toutes les façons, le CNRD n'a pas renouvelé. Hein, ils n'ont rien innové. Ils ont repris ce qu'Alpha Condé a fait, les stratégies d'Alpha Condé, les projets de développement, mais aussi les projets de discours. Je peux même le dire ça comme ça. C'est même construction et c'est la même chose
qu'on nous sert jusqu'à ce niveau, parce que aujourd'hui en Guinée, le problème d'électricité ne se situe même pas dans la gestion. Tamba, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire si la crise s'est trouvée uniquement dans le secteur de l'électricité. On aurait pu dire oui, c'est un problème de gestion, c'est un problème spécifique. Le problème en Guinée aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus d'argent. Et on n'a pas envie de dire aux gens qu'on n'a plus d'argent. L'État n'a pas d'argent. Mais où sont les caisses remplies d'Ousmane Gawal Diallo? Bon, demandez à Ousmane Gawal. Qui parlait de débordement de ressources. Demandez à Ousmane Gawal Diallo. Plein d'argent. Mais ça aussi, il l'a dit au début. Oui. Je pense qu'après, il n'a plus redit ça dans un autre discours, parce que lui-même, il était confronté à un problème d'argent. Ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai eu l'impression que le CNRD est arrivé. Ils ont vu où est-ce qu'on peut avoir de l'argent. On leur a parlé de gros montants, effectivement. Rapide, ils peuvent trouver ça au niveau des sociétés de jeux, au niveau des entreprises qui doivent donner, les banques qui pouvaient obliger à donner. Souvenez-vous, ils ont fait tout ça. Ils ont pressé les banques, ils leur ont pris 5 000 milliards, si je ne raconte pas de bêtises. Obligatoirement, aujourd'hui, les banques sont vides, il n'y a rien. Moi, on m'a confié un bailleur, un opérateur économique, justement, qui me dit, tu vas dans une banque, tu veux retirer un gros montant, ton argent, on te dit qu'il n'y a pas d'argent pour le moment. Jusqu'à la Banque centrale, il n'y en avait pas, en fait. Aujourd'hui, on a un problème d'argent et on ne veut pas le dire. On ne veut pas le dire parce qu'on ne veut pas toucher aux privilèges qu'on a au niveau des institutions. C'est-à-dire que si le budget de la présidence, le fonctionnement, c'est plus d'1 milliard par jour, la caisse noire, on ne touche pas. Ça, c'est la norme. Il doit y manquer d'argent, mais on ne doit pas toucher à ça. Donc, l'austérité, c'est au niveau des populations, c'est au niveau des entreprises qui doivent mourir, etc. Pas au niveau des communes. Pas au niveau d'eux. Qui se goinfent. Ça doit fonctionner. Partout où on peut trouver 1 milliard pour entretenir le palais et les habitants du palais, eh bien, il faut trouver obligatoirement. Partout où on peut trouver de l'argent pour entretenir les à côté du palais, il faut le trouver obligatoirement. Ça ne doit pas changer. La crise ne doit pas affecter ce niveau. Ceux qui doivent payer, c'est ceux qui sont en train aujourd'hui de se plaindre. Ce sont les entreprises qui doivent se plaindre et ce sont les citoyens qui s'en plaignent. Il y a pire au niveau de l'électricité de Guinée. EDG, vous savez, je les en veux pas trop aujourd'hui parce que je pense qu'ils ont tellement communiqué qu'ils n'ont plus rien à communiquer. En fait, ils n'ont plus rien à dire. Parce qu'après, ils nous ont dit qu'on était confronté à un problème de production. Après, c'est un problème de distribution. Après, c'est les citoyens qui ne payent plus leurs factures. Il faut les envoyer. Non, c'est les compteurs prépayés qu'il faut installer pour rationaliser la distribution de l'électricité. Ils nous ont tout servi. Vous voulez que les DG nous disent quoi? Absolument rien. Ce qui est révoltant aujourd'hui, c'est que le peu d'électricité qui arrive, eh ben, ça ne nous sert pas à grand chose. Aujourd'hui, il y a des quartiers, quand le courant vient, vous pouvez allumer une bougie. Parce que vos appareils électroménagers, je vais parler des réfrigérateurs, ça supporte pas. Non seulement ça supporte pas, mais par moment, eh ben, ça bousille votre appareil. Ça vous retourne, vous êtes obligé d'aller racheter. Et c'est ça qui énerve le plus. Qu'il n'y ait pas d'électricité. Parce que le courant des DG a bousillé le moteur de pompage. La motopompe. Il est cassé. Qu'il n'y ait pas d'électricité, on peut comprendre. Depuis quelques jours. Qu'on nous envoie ce type d'électricité aussi pour s'en prendre à nos machines, je trouve que c'est une foutaise. Il doit avoir, s'il y avait une, s'en prendre à nos machines. C'est vrai. Mais c'est ça qui se passe. Il est violent. Il y a un autre fait. En fait, lorsqu'il y avait l'électricité la journée, il y avait des travailleurs du jour. Ils en veulent à nos machines, quoi. Il y a des travailleurs de jour, je veux parler des soudeurs, etc., qui travaillaient pendant la journée et qui nous laissaient libres au moins le soir. Mais aujourd'hui, ils dorment toute la journée et vous restez éveillé avec eux toute la nuit. Parce que toute la nuit, ils sont en train de travailler. Et si, malheureusement, comme moi, vous habitez à côté d'une société d'un atelier de soudure, eh ben, je vous souhaite pas d'habiter à côté, hein, parce que vous n'allez pas dormir. Et eux, ils jouent également sur la tension de l'électricité et sur les appareils qui sont chez vous. Je trouve qu'aujourd'hui, tout est mélangé. C'est comme quand Alpha Condé était venu, c'est-à-dire on sortait du temps Conté, on entrait dans Alpha Condé. Il y avait des métiers qui avaient disparu, en fait. Les soudeurs, et ils savaient qu'ils ne pouvaient plus faire leur métier, ils étaient passés à faire autre chose. J'ai l'impression que finalement, si ça continue de cette manière-là, c'est ce qui va arriver Tamba. Et ça va être dommage. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que CNRD doit pouvoir dire aux gens qu'on est dans des difficultés. Mais ils ne veulent pas le reconnaître parce qu'il faut d'abord faire avant de dire. Mais si on ne réussit pas à le faire, on ne le dit jamais. Ces gens-là ne parlent jamais parce qu'en réalité, ce qu'il y a, c'est qu'ils ne maîtrisent plus grand-chose. Ils sont rattrapés par la gestion du pouvoir. On trouve que le vieux, il a laissé faire, hein. Mais le vieux, il avait la main sur certaines choses que eux, ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, eux, ça les échappe. Ils sont en train d'essayer de rattraper le peu de choses qui restent. Mais aujourd'hui, le vieux avait la main sur certaines choses
Eux, c'est sur eux, on a la main. Bon. On m'a montré la vidéo d'un vieux soudeur devant son atelier, justement. Il appelait au secours. Il appelait quelqu'un au secours. Mais ce qu'il disait là, il ne peut pas répéter ça. D'accord. Donc, voici, on va marquer une pause et à la reprise, justement, nous irons à Kindia. Djiba Milimono nous y attend sur les raisons de ces soulèvements des populations hier à Kindia. Vous l'entendrez. Et puis, le président des étudiants, Sidibé, sera avec nous. Il sera dans ce studio. On parlera de cette crise liée aux notes. Et puis, nous irons au Mali. Au Mali, où nous parlerons justement de la situation entre l'État, donc ceux de Assimi Goïta, le Premier ministre, aux prises avec certains acteurs politiques. Restez avec nous. Donnez-nous vos avis. Aïssa Toussané ouvrira la deuxième partie de cette émission. On y reste à ce sujet de l'actualité, à ce sujet de l'électricité. Ce n'est pas nouveau, les manifestations qui ont éclaté un peu partout ici à Conakry, mais aussi à Kindia pour réclamer le retour et la permanence de l'électricité en cette période particulièrement chaude de l'année. Nous allons donc ouvrir cette autre phase avec cet élément de reportage réalisé par la rédaction de Radio Espace Guinée. Derrière, nous irons à Kindia où nous attend Djiba Milimono, j'y arrive. Nous y attend, nous l'aurons justement sur l'actualité qui a secoué les habitants de Kindia hier soir. On écoute cet élément de reportage signé de la rédaction de la Radio Espace. C'est suite aux coupures intempestives du courant électrique dans ce quartier que les jeunes du secteur 4 ont organisé cette manifestation. Ils ont barricadé la route, empêché la circulation. C'est ainsi que les forces de l'ordre sont intervenues. Mais dans les échauffourées, plusieurs boutiques et magasins ont été vandalisés par des contre-manifestants appuyés par la police, nous rapporte Elaz Mohamed Ali Massiba, victime. Les jeunes sont venus avec un policier et ils sont rentrés parce que la porte était ouverte. Ils ont cassé les vitres de ma fenêtre. Après, ils ont pris les chaussures et tous les objets qui étaient à la véranda. En ce moment, moi, j'étais dans ma chambre. Je me suis caché là-bas pour ne pas qu'ils me blessent. La concession de l'Az Mohamed Alpha Diallo, chef du secteur 4 de Dar Salam, n'a pas été épargnée par la colère de ces jeunes. Au lendemain de ces violences, les séquelles sont toujours visibles dans sa cour. Les jeunes ont emporté tout ce qu'ils pouvaient, affirme-t-il. Ils ont cassé ma voiture et les fils électriques que j'avais achetés. Ils ont pris aussi 2 seaux remplis de riz et de fonio et tous les objets qui étaient au salon. Oumardi Diallo, lui aussi, a vu sa boutique vandalisée. Toute sa marchandise et celle de ses voisins ont été aussi emportés. Vers 11h, 12h, on m'a appelé. Ils ont dit que les policiers, les forces de l'ordre se sont venus. Ils sont venus maintenant escorter les jeunes d'en bas. Ils ont chassé les jeunes qui se manifestaient ici. Donc, maintenant, les policiers ont remonté vers ici. Après, ils ont escorté les jeunes pour saccager nos places ici. Il y a un numéro de plaque de la police nationale. C'est écrit PN 600/105. La police, la pick-up là s'était arrêtée devant ici. C'est elle. Elle prenait les objets ici pour les mettre dans le pick-up et les autres emportés par leur tête. Pour rappel, plusieurs manifestations de ce genre sont souvent enregistrées à Conakry. Aux actes de vandalisme, ceci entraîne cela, finalement, Jacques. Oui, il y a des choses qu'on doit pouvoir gérer en amont dans notre pays. La crise d'électricité, on sait bien que nous ne sommes pas encore au niveau des autres pays où c'est un lointain souvenir, mais il y a quand même des éléments qui prouvent que, évidemment, du côté de ceux qui sont chargés de gérer cette denrée importante aujourd'hui pour la vie tout simplement des citoyens, baignent dans des pratiques qui ne sont pas acceptables. Maintenant que les citoyens se lèvent pour réclamer cette denrée dans des quartiers, il va falloir que les autorités comprennent qu'on ne peut pas gérer, qu'on ne peut pas calmer tout le monde de cette façon.
les gens réclament l'électricité pour les calmer, c'est l'électricité qu'il faut donner. Ce n'est pas trouver des manœuvres comme préparer d'autres jeunes qui vont sortir pour prouver qu'ils sont plus CNRD que tout le monde, ou alors ils sont plus patriotes que d'autres. Il y a à gérer le problème toujours en amont. Si on ne peut pas donner de l'électricité, au moins qu'il y ait un discours qui rassure. Par exemple, celui de la vérité, pour expliquer pourquoi on n'en a pas, et puis venir derrière pour dire qu'est-ce qu'on est en train de faire. On leur a dit, pour régler le problème. On leur a dit, je ne sais pas qui, mais quelqu'un, quelque part, leur a dit que pour communiquer en politique, il faut mentir. Et il ne faut pas dire les choses telles qu'elles sont. Et ils ont déjà compris, parce que chaque jour, on est en train de découvrir des contre-vérités, et puis eux-mêmes, ils reviennent à la charge pour reconnaître qu'ils avaient dit des contre-vérités. Et ça ne sert à rien de continuer de cette façon. Pour ce qui est de l'électricité, mais également d'autres questions importantes qui préoccupent aujourd'hui les Guinéens, il n'y a plus de discours à tenir. Il n'y a plus de discours à tenir. Il y a juste à poser des actes et je crois que c'est possible. C'est vrai que l'argent vient à manquer, mais l'argent a manqué pourquoi? C'est parce qu'on a orienté l'argent dans des inutilités. Oui, mais c'est ça. Les équipements. Quel équipement? De protection du pays. Quel... On ne t'écoute pas. Les grandes gueules. C'est ce que je suis en train de dire en fait. Oui. On a pris notre argent parce que la priorité c'est la sécurité nationale. Pour la RPD, on a investi. Non, vous avez vu les défilés de. Non, pas. Bueno, toi tu parles du côté militaire, mais. Pas la sécurité nationale. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on n'a pas d'argent parce qu'on a investi dans la sécurité nationale. Je peux dire ça pour éviter les problèmes. C'est la sécurité du chef. Il y a un budget pour ça. Il y a un budget. Il y a un budget pour le ministère de la Défense. C'était combien avant? C'est combien maintenant? Et hormis budget de la défense, la protection du palais simplement, ça coûte combien par jour? Est-ce que vous savez d'où vient cet argent? Les équipements qu'on a achetés pour les nouvelles unités et la réorganisation de l'armée qu'on a fait. Est-ce que vous savez combien on a dépensé et combien on dépense par jour? Dans le budget annuel, on prévoit tout. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Sauf que ça, c'est ce que vous avez vu qui est prévu. On prévoit pour le palais. Oui. Maintenant, pour d'autres secteurs, c'est aussi prévu. Maintenant, si vous prenez ce qui est prévu pour gérer l'électricité, et vous orientez ça ailleurs, ça devient de l'inutilité. Okay. Parce que surtout que si vous n'avez pas, vous n'avez pas de justification. Parce qu'il faut justifier. Si vous devez priver les Guinéens de l'électricité, vous devez leur priver d'eau, vous devez leur priver du riz, le manger, le pain. Vous devez leur priver de ça. Il faut que ce soit justifiable. Demandez aux Soudanais, c'est à cause du pain que le... Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, je suis amené à dire qu'il n'y a pas de justification. On va en parler. On va en parler, Mohamed Ali. Djiba Milimouno est en ligne. Bonjour Djiba. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Alors, pour commencer, vous êtes à Kindia. Vous êtes à Kindia depuis hier. Et hier soir, c'était chaud. Des citoyens sont descendus dans la rue. Quelle était la situation à ce moment-là? Peux-tu nous la décrire? Quelle est-elle ce matin? Alors justement, Tamba, comme vous l'avez dit, hier nuit, c'était un lever de bouclier ici dans la ville des Agrumes, ici à Kindia. D'abord sur la nationale qui va vers Mamou, la route était bloquée hier, il n'y avait pas de passage. Et donc ça a créé un gigantesque embouteillage. Partout, les voitures étaient bloquées en partant pour la baie. Et donc ce sont les jeunes qui sont sortis aux environs juste après la prière nocturne pour barrer la voie en réaction un peu au délestage dans la région. Également, dans le centre-ville, il y a un délestage. Le courant vient de 18h à 4h du matin et parfois même à 18h, quand le courant arrive, il y a un délestage. Et donc, hier nuit, j'apprends dans une mosquée, puisque le ramadan, les fidèles musulmans ont commencé la prière nocturne hier. Pendant la prière, il y a un motard qui serait venu, qui aurait tiré une balle en l'air et cela est entretenu un peu par l'obscurité. Parce qu'on dit souvent que quand il y a l'obscurité, il y a l'insécurité. Donc, la source aujourd'hui, il y a une insécurité grandissante dans la ville parce qu'il n'y a pas de courant. Et quand il a tiré, ça a créé une pagaille totale. Et donc, les fidèles musulmans sont sortis de la mosquée. Les gens ont cru que c'était un soulèvement. Et donc, les citoyens sont rentrés à la maison. Donc, c'est comme si... ça a été le déclic. Donc, depuis, les jeunes ont pris d'assaut toute la ville, que ce soit le centre-ville, la nationale, et un peu partout. Vous avez les quartiers par exemple, Sambaya, vous avez les quartiers Yéolé, vous avez les quartiers banlieues, vous avez les quartiers Gare. Donc, partout,
ils ont bloqué Abattoir 1, 3, partout ils ont bloqué la ville. Et maintenant, il y a un paradoxe quand même qu'il faut relever. Vous avez par exemple le camp de Samouréa. Il y a l'électricité dans cette zone, c'est-à-dire au niveau du camp et les environs, il y a l'électricité 24 heures sur 24, j'apprends. Le camp Kemebourema également, il y a l'électricité 24 heures sur 24, ainsi que les quartiers environnants. Sauf que dans le centre-ville, où il y a les affaires, les centres administratifs, parce qu'au moment où je parle, je suis actuellement à la Maison des Jeunes. Ici, ils ont installé un groupe électrogène pour pouvoir mener les activités. Vous avez deux activités ici. Le grand concours, puisque je suis devenu dans ce cadre, également une activité du ministère de la Jeunesse à travers l'AGETIP. Donc, c'est un groupe électrogène qui a été mis en marche pour pouvoir mener l'activité. Voilà un peu comment la situation se présente ici ce matin. Toute la ville, elle est bloquée en bas Zakaï. On ne peut pas circuler. Au niveau de Sambaya, on ne peut pas circuler. Au niveau de Gare, on ne peut pas circuler. Au niveau de Yéwolé, on ne peut pas circuler. Au niveau de Badi, on ne peut pas circuler. Et aussi Abattoir également, c'est la même situation. Donc, il y a en tout cas l'effet domino qu'on peut constater ici dans la ville de Kindia. Donc, et ce que les citoyens rappellent, c'est de dire, mais comment on peut avoir 4 Est-ce que tu nous entends, Diba? Est-ce que tu nous entends à présent? Oui, je vous entends, je vous entends. Tu nous laissais entendre qu'on ne pouvait pas circuler. Est-ce que ça veut dire que les manifestations se poursuivent? Qu'est-ce qui se passe finalement? Oui, les manifestations en bas se poursuivent ici. Voilà, il y a quand même il y a des jets de pierre, ils ont barricadé les voies. Mais sauf que la particularité de la ville pour les voitures, lorsque vous arrivez, on vous laisse passer, on file pour ne pas s'attaquer aux biens des citoyens. Donc ça, on a pu quand même relever cela, qui est quand même à saluer, parce que la psychologie de la peau, souvent, un coup de matraque peut provoquer une violence collective, mais sauf que ici dans la ville, lorsqu'on voit des étrangers qui veulent se frayer un chemin dans les voitures, on dit attention, ne touchez pas, ne cassez pas les voitures, laissez-les passer. Ce que nous faisons, ce n'est pas contre les citoyens, mais c'est en direction des pouvoirs publics pour eux qui ont démissionné systématiquement par rapport à leurs obligations vis-à-vis de la ville. Donc, je disais une chose, ça manifeste toujours. Depuis hier nuit, ils continuent à manifester ici, la ville elle est bloquée en bas. Très bien. Voilà, Diba Milimuno que nous avions depuis Kindia, donc la capitale des agrumes. Merci Diba pour ce point de la situation à 10h. Si vous permettez. Oui, allez-y. Oui, si vous permettez, je parlais tout à l'heure du paradoxe. Il faut relever une chose, c'est que Garafiri, c'est à Kindia. Kaleta, c'est dans la région. Swapiti également, c'est Kindia. Donkea, c'est Kindia. Donc, vous avez autant de barrages qui relèveraient de cette circonscription, sauf que malgré la production, la capacité installée, on a du mal à acheminer le courant ici. Et la question épineuse qui revient toujours, le transport du courant qu'on a produit. Et donc, vous ne pouvez pas comprendre que Garafiri, qui a 75 MW, même si aujourd'hui ce barrage fonctionne à capacité réduite, n'arrive pas à fournir l'électricité à toute la ville. Donc, vous avez autant de barrages, les plus grands aujourd'hui en Guinée, mais aussi qui sont parmi les plus grands de la sous-région, qu'une région aussi prospère, riche, puisse abriter de tels barrages, avec les potentialités que nous connaissons, que cette ville n'arrive pas à avoir le courant. Donc, le centre administratif, où on produit, où on travaille, où on répond aux aspirations des citoyens, ici, il n'y a pas de courant, on est obligé, dans les préfectures, à la Maison des Jeunes, un peu partout, d'installer des groupes électrogènes. Donc, alors Diba, c'est en vérité, véritablement un paradoxe que tu nous décris, mais Jacques posait la question de savoir, est-ce que les hôpitaux, eux, est-ce qu'ils ont au moins de l'électricité H24? J'ai du mal à vous recevoir, Tamba. Est-ce que l'hôpital régional, est-ce que tu sais si l'hôpital régional a de l'électricité H24? Bon, pour l'hôpital régional, j'ai pas recoupé l'information à ce niveau pour ne pas m'hazarder sur ce terrain. Mais sauf que les autres bâtiments administratifs où je suis passé, il n'y a pas de courant. Et ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que vous vous souvenez encore quelques jours, le Premier ministre était ici à Kindia à l'occasion du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Et avant même cette journée, j'apprends que pendant 2 jours, Kindia avait le courant 24 heures sur 24. Et juste après l'activité que les délestages ont repris. Et donc tout cela aurait commencé pendant la CAN. Donc depuis la CAN et à maintenant, ici à Kindia, la situation n'est pas toujours évidente. Donc je pense que tout cela est la puce à l'oreille. Et ce qui pourrait expliquer un peu aujourd'hui le mécontentement des citoyens. Cette colère
légitime aussi qu'il faut comprendre. Très bien, Après, très bien. Ramadan, il n'y a pas de courant et cela entretient aussi l'insécurité. Très bien. Djiba Milimuno qui justement nous fait le point de la situation à Kindia pendant qu'il est 10h32. Merci mon cher Djiba et on espère te retrouver très bientôt. Merci. Voilà, on va marquer cette transition et on revient juste derrière avec l'avis de chroniqueur et pourquoi pas aller sur d'autres sujets. Ce sera dans quelques secondes. Très bien, nous revenons donc en studio, justement pour partir avec ce sujet, mais avant, mon cher Jacques, je pense que l'effet domino est à craindre dans cette situation. L'effet domino est à craindre. Vous savez, dans ce genre de situation, je parlais tout à l'heure des ménages et des entreprises qui sont en souffrance et qui pourraient fermer. J'ai évoqué la question des établissements sanitaires parce que on y va pour avoir de la santé et souvent quand l'électricité manque, vous pouvez trépasser. C'est arrivé plusieurs fois ici à Conakry, au niveau du centre qui s'occupe des nouveaux-nés, je crois, l'INSEE. Il va falloir quand même un peu de courage de la part de nos autorités pour doter les établissements sanitaires des moyens pour pouvoir avoir de l'énergie H24, c'est-à-dire une fourniture avec une ligne thermique la nuit, comme tout le monde, et puis la journée avec des groupes électrogènes. Parce que je ne crois pas même à Donka Ignace Dine et puis Sino-Guinéen qui connaît la possibilité d'avoir de l'électricité. Ça, c'est mais on était à Sino-Guinéen hier, tu entendais le groupe vrombir, et même ce vrombissement, il n'est pas bon. Il est pas bon. Moi, j'ai c'est des nuisances sonores pour les malades. Pour les malades, sans oublier que ça avait l'air un peu déglingué. Et là, il faut le faire pour les hôpitaux régionaux, pour les hôpitaux préfectoraux. Tout au moins, on n'est déjà pas bien dans la fourniture de moyens de santé, parce que on ne se limite qu'au niveau des préfectures avec des équipements qu'on connaît, mais au moins que cela puisse se faire pour, par exemple, les opérations, les interventions chirurgicales. Il va falloir avoir quand même un peu d'énergie. Ça, c'est de cette façon, peut-être progressivement, on va trouver la solution pour l'ensemble. Mais encore une fois, là où il y a l'argent, là, on n'a qu'à prendre pour régler ce problème-là, pour éviter que qu'il y ait d'autres problèmes, qu'il y ait d'autres crises qui s'ajoutent, qui naissent de la crise de l'électricité. Et à Kindia, mon cher Mohamed Maraï, le propos de Djiba nous enseigne quand même quelque chose. L'électricité est bien bourgeoise et le délestage, il est prolétaire. Il faudra activer le... Très clairement. Kindia, tout comme Conakry. Là, on a l'impression que tout le pays travaille pour l'armée. Le pays est désormais au service de l'armée et non pas l'inverse. C'est ce qu'on est en train d'assister. Comment dans une ville comme ça, les deux camps militaires ont l'électricité, la ville n'a pas d'électricité, alors qu'ils ont des barrages. C'est une bonne question à poser. Ici à Conakry, on a l'impression que tout est fait pour que le palais soit satisfait et au même moment, vive le système D. Et je rappelle quand même que, même pas rappeler, mais je veux quand même noter ceci, c'est que ce qui rend cette situation encore plus chaotique cette fois-ci, vous savez, beaucoup de Guinéens, avant les grands barrages de Alpha, on s'était quand même débrouillé à avoir des petits groupes électrogènes, de KVA, voire même de moins, où les fameux groupes Tiger commencent à détruire tous nos appareils ici, nos téléphones dans les temps. Mais on pensait cette période révolue en Guinée. Moi, je ne comprends pas. Vous arrivez, vous promettez de mieux faire. Et vous n'êtes même pas fichu capable de maintenir ce que vous avez trouvé. Parce que là, c'est pire que ce qu'on a connu avant avec Alpha. Parce que Alpha, s'il y a, je le répète encore une fois, si Alpha a réussi quelque chose, c'était quand même à nous donner ce courant-là. Nonobstant tout ce que vous pouvez dire sur les coûts, sur comment les projets ont été montés. Mais là, il en a vraiment fait une priorité et on a vu les effets. Alpha parti. En un an, la situation a totalement dérapé. Vous allez dire tout ce que vous voulez, ce sont les mêmes cadres qui gèrent EDG, ce sont les mêmes personnes qui sont quand même dans l'administration publique. La question est de savoir, est-ce que l'électrification du pays est vraiment la priorité de ceux qui nous gouvernent? Ça, c'est un. Secondo, qu'est-ce qui advient de l'argent des maigres recettes de EDG? Parce que je vous ai aussi dit quelque chose. Elles ne sont pas maigres. Je ne comprends. C'est 200 millions de dollars
par an. Mais moi j'ai un souci. Ils ne sont pas maigres. Mais j'ai un problème, vous savez, même avec le modèle. Sans parler de la subvention. Mais tu sais, j'ai un problème même avec le modèle. La subvention de 400 millions de dollars par an. Justement. Mais j'ai un problème même avec le modèle, je vous l'ai dit. Une entreprise qui vend ce qui ne produit pas, à mon avis, cette entreprise doit faire l'objet d'un encadrement beaucoup plus strict. Parce qu'il ne prend pas de risque. C'est pas lui qui investit. Vérifiez. J'étais tout à l'heure devant la loi des finances 2024 justement. Je cherchais un peu le budget d'investissement. Mais vous verrez que c'est l'État qui investit dans leurs moyens de production. Eux donc, ils n'investissent pas. Ils ne produisent pas. Ils font qu'exploiter. Exploiter même, peut-être. Oui, c'est ça. C'est un terme trop gros. Je trouve même que c'est gros. Eux, ils vendent. Ils revendent en fait. Parce qu'on achète, eux, ils revendent. Et n'oubliez pas que le kilowattheure continue encore d'être, quoi qu'on dise, subventionné. Donc, l'État, quand je dis cette fois-ci, l'État, c'est le pays perd de l'argent, on injecte énormément de fonds. Eux, ils revendent. Mais dans les quartiers, vous savez comment ça se passe? La plupart des gens sont abonnés non pas auprès des DG, mais auprès des agents de DG. Vous avez des gens qui ont des triphasés chez eux, d'accord, parce qu'ils font telle ou telle activité, vous le savez. Mais ils sont payés dans les quartiers, ils payent de l'argent aux agents. Il y a quand même un souci à tous les niveaux. Je ne peux pas comprendre, j'ai du mal à comprendre un échec aussi lamentable. On a eu un expert, dit-on, du domaine, Abessila. Il n'a pas fait mieux. D'ailleurs, la dégringolade a commencé pendant qu'il était à la tête de ce département. Mais attention, il travaillait avec son épouse, qui est docteur. Oui. Là, j'ai pas envie de rire. Bon. Je n'ai vraiment pas. Avec ces 3 doctorats, je n'ai vraiment pas envie de rire. Là. Je n'ai franchement pas envie de rire. C'est quand même en son temps qu'ils ont trouvé que les 100 mégawatts additionnels n'avaient aucune utilité pour la Guinée. Ils ont renvoyé ça. Au lieu de chercher à renégocier le contrat, on n'a pas cherché à revoir les termes du contrat à travers de nouveaux avenants avec les Turcs. On a préféré renvoyer. Aujourd'hui, on en a besoin. Je ne suis même pas sûr que ce soit le même bateau parce qu'il est en Afrique centrale. Probablement que ça va être un autre bateau, donc un autre projet. Mais quand vous devez faire venir un autre projet, vous savez, au moment où le pays est en train de traverser cette crise-là de manière aussi pointue, c'est clair que les termes de l'accord seront largement en faveur du prestataire. Donc, il y a tous ces problèmes-là. Mais l'énergie, moi, je ne comprends pas toute cette opacité autour de l'énergie. Aujourd'hui, finalement, quelle est la vie de la Guinée qui a l'électricité? Ça crie de partout. Bon, quand on y a envoyé quand même pas mal de moyens pour calmer un peu les choses, bon, là, c'est censé être le fief. Mais Conakry, aujourd'hui, ce qui m'effraie, c'est que, regardez, ces dernières années, depuis 4-5 ans, on a construit ou on a commencé à inaugurer les barrages. Mais tout le monde savait que pour que ces barrages-là aient un fonctionnement optimal, qu'il aurait fallu un gros investissement sur le plan environnemental. Ça n'a pas été fait. Les têtes de source, on continue à les couper. On continue à la déforestation tout le long de ces cours d'eau qui alimentent ces barrages-là. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau. Et qui nous disait il y a 2 jours à peine que pour la première fois que cette année, lors de l'hivernage passé, il n'y a pas eu de crue au niveau des barrages. Ça, c'est quand même assez problématique. Il n'y a pas eu de crue. Or, d'habitude, on sait quand il pleut suffisamment, il y a des crues. Voilà. Mais ça, c'est un indicateur extrêmement sérieux. En compte, oui. Et vous savez que couper les arbres, ça ne vous prend qu'un instant. N'est-ce pas? Mais reboiser et que ces arbres-là puissent avoir de l'effet, créer un microclimat, ça c'est une autre histoire. Parce que ce n'est pas un truc qui se fait en 5 ans. Ce n'est pas un truc parfois même qui peut se faire en 10 ans. Donc on est confronté aujourd'hui à de gros problèmes. L'État n'a fait aucun effort sur le plan environnemental pour sécuriser le rendement de ces barrages-là. Moi j'ai même peur que ça ne finisse par devenir des éléphants blancs pour notre pays. Parce qu'il faut quand même les maintenir. Et tout ça c'est de l'argent. Les Chinois continuent à nous vendre l'électricité, encore une fois, cher. Pour la Guinée. Donc c'est tout un tas de problèmes comme cela et malheureusement, moi je suis quand même déçu parce que ce que propose Bahouri, j'aurais compris qu'il propose des solutions, une solution à 2 volets, mais il dit carrément non, on va faire du conjoncturel. Il nous dit la plaie, certes, elle est purulente, mais on va quand même mettre un pansement sans chercher à l'ouvrir. Et là, le CNRD cherche simplement à sauver sa gueule, c'est tout.
C'est tout en réalité. Il cherche simplement à sauver sa gueule parce qu'aujourd'hui c'est pour calmer les populations, c'est pour passer le petit temps qu'on veut encore au pouvoir. En attendant de savoir est-ce qu'on va rester encore 2 ans ou on aura un mandat complet, voire même est-ce que le général Mamadi restera au pouvoir. En réalité, mais ils ne sont même plus en train de penser au futur. Les gens qui veulent nous donner une constitution qui va résister au temps, qui vont nous refondre complètement l'État pour nous assurer un avenir meilleur, commence maintenant à nous dire, et ça c'est le premier discours qui va complètement à l'encontre des discours officiels du CNRD. On nous dit désormais, on ne peut même plus penser à l'avenir, on va gérer le conjoncturel. Le quotidien. C'est ça qui me fait peur dans cette histoire. À chaque jour suffit sa peine. C'est ça qui me fait peur dans cette histoire. Au même moment, on sait qu'on ne peut pas se séparer des thermiques pour le moment. Les barrages qu'on a, vu que c'est des problèmes environnementaux sérieux, ils vont quand même permettre d'économiser un peu de sous pendant la période hivernale, mais à d'autres périodes, il faudrait bien se rabattre. Et puis, tu as soulevé la question des énergies alternatives, notamment tu as soulevé la question du solaire. Au moment où on me dit qu'hier, Bokeh a frôlé avec les 40 degrés, peut-être plus. Au moment où on me dit qu'en Haute-Guinée, aujourd'hui, les gens vont entamer le ramadan, mais avec une véritable psychose, tellement il fait chaud. Au moment où on vous dit que Conakry, désormais, quand on était tout petit à l'école primaire, où on vous parlait de température maximale autour de 28-29 degrés, aujourd'hui, la seule journée d'aujourd'hui, je regardais encore la météo tout à l'heure, on nous dit qu'on sera à 34 degrés. Il fait chaud, le pays est ensoleillé, on n'exploite pas cela. Et puis pour terminer, qu'est-ce que la Guinée fait de son fameux projet de gaz naturel? À ce que je sache, on avait découvert du gaz naturel ici à un moment donné. Qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'il n'en a pas suffisamment? Ou c'est quoi le problème? Mais il n'y a aucun discours officiel autour de cette histoire de gaz naturel. Parce que des pays comme la Côte d'Ivoire, ils ont su l'utiliser. Parce que des centrales avec du gaz, sûrement que ça nous coûterait moins cher, mais ça pourrait résoudre notre problème durablement. Sans oublier l'énergie éolienne avec 300 km de côte. Mais à mon avis aujourd'hui, la réflexion même désormais est embrigadée, même la réflexion, notre capacité de réflexion, je crois, se voit pointer un revolver dessus. On ne réfléchit plus pour des solutions pérennes, malheureusement. Une réflexion prospective qui prenne en compte la situation d'aujourd'hui et aussi ce que l'avenir peut être. Profiter de la crise, Mohamed Ali, pour construire des solutions durables, pérennes, moins agressives pour notre environnement. Je pense que nous sommes en plein dans une situation opportune pour faire ce type de travail. Tamba, qu'est-ce qu'on peut réaliser au cours d'une transition? Pensez que ceux qui ont dit qu'une transition militaire, notamment, ne doit pas durer plus de 6 mois, l'ont dit parce qu'ils n'ont pas envie de voir les militaires au pouvoir? Non. Aujourd'hui, moi, je suis en train véritablement de comprendre que la gestion d'une armée lors d'une transition militaire est plus importante que n'importe quelle autre gestion. Aujourd'hui, les populations peuvent ne pas avoir d'électricité, les populations peuvent ne pas manger, ils peuvent ne pas être informés, mais ça ne peut pas arriver aux militaires. En fait, ils en ont tout. En fait, ça, je l'entends. Je l'entends à voir ce qui est en train de se passer. Et c'est normal. Mais il y a de grands chantiers qui ont été ouverts. Le RGPH 4, la Constitution, ce serait peut-être l'occasion de définir une politique énergétique claire. C'est de cela que je parle. On ne peut pas le faire maintenant parce que ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité parce qu'il n'y a pas de moyens. Ça, ce sont des activités qui demandent beaucoup d'argent. Politique énergétique ne coûte pas cher. Ça coûte cher pour eux en ce moment. Ça coûte cher pour quelqu'un qui n'en a pas. Si on doit investir cet argent ailleurs, ça dépend des priorités. Aujourd'hui, la priorité n'est pas de définir une politique énergétique, n'est même pas de nous doter d'une constitution. Comment dirais-je, la priorité se trouve ailleurs. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Et on peut le dire que c'est normal parce que nous sommes dans une transition militaire. Si vous voulez mon avis, je pense même que le régime CNRD même a envie que cette transition change. Maintenant, ça change dans quel sens? Dans le sens où les mêmes hommes restent, mais la situation de pays en transition change. Autrement dit, on fait une élection présidentielle, on maintient la même équipe, notamment présidentielle, et on change, la terminologie change pour bénéficier d'un autre regard, pour bénéficier normalement des financements pour pouvoir peut-être démarrer d'autres projets. Parce que de cette manière-là,
tout est bloqué à un moment donné par simplement le fait que vous êtes en transition, vous êtes censé quitter le pouvoir sous peu de temps. Je ne sais pas si vous comprenez en fait la politique. C'est ça, c'est ce qui est en train de se passer. Moi, je peux comprendre effectivement qu'on s'occupe d'abord des militaires parce que en fait, la question de sécurité nationale qu'on évoque, c'est pas non plus un vain mot. Sauf que chez nous ici, on va parler tout à l'heure là du Mali. Le problème électrique au Mali est plus grave qu'en Guinée. Hier, je voyais un communiqué officiel de l'électricité du Mali qui disait n'être capable de donner l'électricité au Mali que 12 heures sur 24. Mais ils le disent au moins. Ils le disent au moins. Tu connais le problème, ce qui se passe le problème du Mali aussi. Attendez, tu connais le problème du Mali. Regardez. On n'est pas dans la même situation que le Mali. On ne peut pas nous comparer. Le Mali, c'est pas la Guinée. Si vous voulez parler du problème de terrorisme, je vous dis en 2019, le Mali avait 80% de son territoire occupé. Et Djiba qui renchérit, la situation empire à Kindia. Alors, je vais en venir tout à l'heure là. J'aimerais juste préciser qu'en 2019, par exemple, au Mali, on avait près de 80% du territoire qui était occupé par les rebelles. Mais il y avait de l'électricité au Mali parce que c'était un pouvoir civil, il faut le dire ça comme ça. Ils sont confrontés à des difficultés, certes, exactement. Mais je trouve que les transitions militaires ont quelque chose en commun. Priorité aux militaires. Voyez tout ce qui s'est passé, toutes les transitions qu'on a eues dans notre pays. Et après, l'économie s'est pas mieux portée après le passage des militaires, hein, parce qu'on s'est occupé d'eux d'abord. C'est eux qui ont pris le pouvoir et effectivement, ils veulent montrer que c'est eux qui ont pris le pouvoir. De ce point de vue, c'est normal. Mais ce qui est en train de se passer, Tamba, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant, dès que le CNRD est venu, on a brandi les menaces de on va manifester. Le CNRD a dit vous ne manifestez pas, sinon on va. Finalement, ils ont réussi à dissuader tout le monde à ne pas manifester. Sauf que ce mythe-là est en train de tomber. C'est tombé à Conakry et c'est en train de tomber à l'intérieur du pays. Ils vont finir par réussir à coaliser toutes les frustrations de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays. Et une fois, les uns et les autres se lèveront pour réclamer la même chose. On n'espère pas. Et ça ira au fur et à mesure. On n'espère pas. Mais on n'espère pas et on espère surtout que l'État, le CNRD, tous ceux qui nous dirigent écoutent ce message des citoyens parce que ça reste un message, ça reste un appel et vivement que les choses changent, que l'État se mobilise et trouve les moyens de parler véritablement plus vrai aux citoyens et aussi fasse l'effort d'en faire une priorité. On va donc aller à la publicité, une autre obligation en tout cas qui est nôtre et on revient avec Aïssa Toussané. Et nous irons au Mali où nous allons aborder ces 4 années de transition où finalement, là aussi, des tiraillements commencent à se faire sentir. À tout à l'heure.